Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau. Je reçois pour vous le professeur Giscard Assoumou, qui est professeur agrégé des sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université Omar Bongo. Également avec nous sur ce plateau, nous aurons en direct, le docteur Oufil Gabin Ntougou Assoumou, qui est président directeur de l'entreprise Lait de Canaan. Professeur Assoumou, merci, et docteur Ntougou, merci de votre disponibilité ce matin. Nous allons continuer à parler du Covid-19 et de ses implications dans la société. Aujourd'hui, mais avant d'aller un peu plus loin, professeur Assoumou, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas? Merci. Je suis Giscard Assoumou Deda, maître de conférence agrégé en sciences économiques et de gestion, ancien chercheur à l'Université Omar Bongo, professeur invité à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest de l'unité d'Abidjan et chercheur associé au laboratoire d'économie appliquée et développement de l'Université de Toulon en France. Sur le plan de la recherche, je travaille dans le domaine de la modélisation économique et économétrique appliquée au développement économique et financier de l'Afrique. À ce jour, j'ai publié une quinzaine d'articles dont la plupart ont été publiés dans des revues internationales indexées par le Congrès Bruxelles et présentés dans plus de 19 conférences internationales à Boston, à New York, à Paris, à Rabat, ainsi de suite. Merci de votre présentation. Docteur Ntougou? Oui. Pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité donc, sur ce plateau. Donc, je suis Ntougou Assoumou Oufil Gabin, donc maître assistant CAMES en physiologie animale. Donc, je suis enseignant permanent à l'École normale supérieure. Donc, je n'interviens pas dans le cadre de mes recherches, mais c'est plutôt dans le cadre d'une activité professionnelle. Je suis en outre président directeur général d'une structure commerciale dénommée LDC Society, autrement dit le lait du Canaan. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Donc, voilà succinctement ce que merci à vous. Professeur Assoumou, le ministre français de l'économie et des finances, je crois, Bruno Le Maire, a dit que la crise que nous vivons actuellement suite à la propagation de la pandémie de Covid-19 est semblable à celle de 1928, du krach boursier, je crois, de 1928 ou 1929. Vous rectifierez pour moi. Quelle est votre appréciation? Oui, je pense que le professeur, je pense que le ministre pourrait avoir raison, mais pour l'instant, on ne peut pas encore bien évaluer les effets de la crise du Covid-19 sur l'économie. Donc, la crise de 1929, comme vous l'avez dit, a été vraiment le premier crash boursier international qui a eu des répercussions sur le plan monétaire et sur le plan économique international. Et en ce qui concerne la crise du Covid-19, comme vous le constatez, elle se propage un peu partout dans le monde et en Afrique. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore une évaluation empirique des effets économiques que ça va entraîner. Mais comme l'a si bien dit le ministre, eh bien, nous avons des inquiétudes qui nous amènent à penser que cette crise pourrait se transformer en une crise économique et financière par la suite. Sur quoi se fondent vos inquiétudes? Puisque premièrement, sur le plan de la mondialisation, la crise du Covid-19 montre les limites du capitalisme tel qu'il est pratiqué en ce moment. La propagation de la crise montre que le monde est interconnecté. Et donc, une crise qui s'est déclenchée en Chine et qui se propage rapidement dans le monde entier par l'intermédiaire des voyages. Et par la suite, vous avez des mesures qui sont prises pour lutter contre la crise et ces mesures qui vont avoir des impacts sur l'économie. Par exemple, le confinement qui interdit
c'est-à-dire qui a des impacts sur l'activité économique. Les gens qui sont confinés dans leur maison, vous avez des travailleurs, vous avez des entrepreneurs qui ne peuvent plus se déplacer pour aller exercer leur métier. Vous avez des gens des pays qui prennent des décisions pour fermer les frontières. Et si vous prenez par exemple les pays africains comme le Gabon, qui est essentiellement des importations de produits chimiques, la fermeture des frontières, même si les autorités gabonaises ont limité la possibilité de faire passer les marchandises, eh bien, nous voyons que cela montre effectivement les limites du modèle économique tel qu'il est pratiqué actuellement, et nous avons des inquiétudes sur l'effet que cela pourra avoir sur l'économie réelle à moyen et long terme. Professeur, j'entends bien votre argumentaire sur les limites du capitalisme actuel. Bon, maintenant, y a-t-il une alternative? Est-ce que le monde peut revenir est-ce qu'il y a une alternative à ce modèle économique dominant? Oui, nous pensons qu'il y a une alternative. Premièrement, il faut d'abord souligner que nous ne disons pas qu'il ne faudrait pas rester ouvert. Hein. La mondialisation est un fait, mais nous devons rester dans cette mondialisation en laissant la possibilité aux États de produire un minimum, ce que nous avons appelé dans notre article, un minimum de biens et services sécuritaires pour son autonomie. Par exemple, comme vous l'avez constaté, la production de certains biens, les masques et ainsi de suite, dans certains pays, les gouvernements réquisitionnent la production nationale pour, n'est-ce pas, répondre aux besoins du pays. Donc, si vous avez un État qui est totalement dépendant des importations et que ses partenaires ne peuvent plus fournir les produits nécessaires pour lutter contre le Covid-19, vous voyez que cet État est complètement condamné. Et c'est pour ça que nous pensons que la crise du Covid-19 est une chance pour le Gabon en particulier, pour l'Afrique en général, afin de repenser le modèle économique et de trouver des moyens pour avoir une production minimale qui puisse permettre à ces économies d'atteindre leur autonomie. Bon, oui, vous avez tout à fait. Enfin, je ne prendrai pas position. C'est votre position. Alors, le Gabon a pris un certain nombre de mesures. Vous le savez. Ne reste ouvert que les commerces dits essentiels et que toutes les autres activités, tous les autres petits commerces doivent rester fermés. Est-ce que vous ne craignez pas à terme des tensions sociales? Oui, malheureusement, vous imaginez les gens qui doivent payer des loyers. Vous imaginez si vous avez un commerce qui doit être fermé et que vous n'êtes pas propriétaire du bâtiment dans lequel vous exercez votre commerce, ces gens doivent payer des loyers. Donc, il faudrait que l'État accompagne ces mesures qui sont nécessaires. Et comment le pourrait-il? Comment le pourrait-il? L'État doit accompagner ces mesures par une aide financière, comme vous le voyez dans plusieurs pays, dans beaucoup de pays. Il faudrait que l'État alloue des aides financières spécifiques. Mais excusez-moi, professeur, mais vous savez que la majorité de ces activités-là sont dans l'informel. Sur quelle base l'État devrait-il accompagner des activités qui sont dans l'informel? Tout à fait, vous avez raison. Et cela revient toujours à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire repenser notre modèle économique. C'est une opportunité également qui est donnée à ces opérateurs qui exercent dans l'informel de changer et de devenir formels afin de bénéficier, n'est-ce pas, des aides que pourrait allouer l'État. Puisque si rien n'est fait, nous aurons une situation économique très compliquée pour certains opérateurs économiques. D'accord. Nous allons continuer sur un autre aspect.
nous sommes, on va dire, à 5 jours cinq jours après la fin du mois, donc du 25 mars. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars. Vous avez observé certainement, comme beaucoup de compatriotes, ce qui s'est passé au niveau des banques. Est-ce que vous avez un commentaire particulier à faire dessus? Oui, merci. Tout à fait. Nous avons observé ce qui s'est passé au niveau des banques. Vous voulez faire allusion au non-respect des mesures de distanciation, Voilà. Au niveau des banques. Voilà. Et, tout à fait, nous tous, nous l'avons observé. Et je pense que l'État a pris des mesures dans ce sens pour contraindre ces opérateurs économiques à respecter certaines mesures, puisque si cela n'est pas le cas, nous voulons que cette façon de faire puisse, n'est-ce pas, être un vecteur de propagation, d'amplification même de la contagion du Covid-19 au Gabon. Voilà, donc nous tombons de plein pied sur votre article que vous avez publié qui s'intitule « Transactions et risques de transmission du Covid-19, une modélisation à partir de la vitesse de circulation de la monnaie au Gabon ». Alors, qu'est-ce qu'une modélisation? Oui, merci. Une modélisation, c'est le fait d'utiliser les outils mathématiques afin de décrire une situation qui peut être théorique ou observée, afin de la modéliser, donc afin de décrire le comportement dynamique, comment on peut évoluer dans le temps, si, par exemple, rien n'est fait, bien si les mesures sont prises. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Sur quelle variable vous vous êtes appuyé pour faire votre modélisation? En ce qui concerne le Gabon, nous sommes appuyés sur ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire le point d'une unité monétaire fait des transactions par jour. Et je tiens à souligner que cette étude peut également être appliquée dans le pays où la majeure partie des transactions se font par les billets de banque, les pièces de monnaie. C'est la vitesse de circulation de la monnaie qui nous sert de référence pour modéliser le risque de propagation du Covid-19 dans les pays d'Afrique subsaharienne, en général, le Gabon en particulier, où la majorité des transactions sont effectuées par la monnaie institutionnelle. D'accord. Et vous êtes arrivé à quel résultat? Oui, nous sommes arrivés aux résultats, à des principaux résultats. Il faut d'abord dire que nous avons pris l'hypothèse que les mesures barrières d'hygiène efficaces ne sont pas respectées. D'accord, c'est le postulat de départ. D'accord. C'est une hypothèse théorique. Donc, si les mesures ne sont pas respectées, eh bien, en dehors du cas zéro, le modèle a prédit que 120 personnes pourraient être infectées par le canal des transactions monétaires après 4 jours. Et nous avons également mis 92 personnes qui seraient susceptibles d'être infectées après 6 jours. Et si rien n'est fait, on peut avoir plus de 100% de la population gabonaise qui serait tuée après 13 jours. Vous avez dit après 13 jours, combien de personnes? 100% de la population gabonaise. 100%. C'est une catastrophe. Oui, c'est pour cela qu'il ne faudrait pas qu'on évolue vers cette situation. Et donc, nous avons fait, je répète, que la simulation est faite en se basant sur une hypothèse selon laquelle les mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Donc, il faut bien le préciser. Voilà, qui est bien dit et qui est bien clair. Est-ce que vous avez l'impression que lorsque vous peut-être vous circulez ou circuliez, est-ce que vous avez l'impression que ces mesures barrières-là sont respectées? Oui, il faut d'abord souligner qu'il est important que ces mesures soient respectées. Et donc, l'État doit jouer pleinement son rôle et la population aussi. En ce qui concerne l'État,
l'État devrait s'assurer de la disponibilité et surtout de l'accessibilité des produits d'hygiène contre le Covid-19 et oui, je disais que mais en ce moment, le président de la République a réceptionné un certain lot de matériel venant de Chine, la commande de l'État, plus la commande, le don du milliardaire chinois Jack Ma. Alors, comment ce matériel peut aller jusqu'aux populations? Oui, c'est à l'État de trouver, afin de trouver les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les populations qui ne peuvent pas avoir des moyens pour s'acheter des désinfectants, par exemple, et afin de cibler ces couches de la population et distribuer les produits nécessaires. Si par exemple nous prenons le cas des marchés populaires des villes, vous imaginez bien nos mamans qui vendent dans ces marchés ne peuvent pas avoir des moyens pour acheter ces produits. Et donc l'État devrait faire un effort pour qu'il y ait une protection de la part non seulement des opérateurs économiques qui manipulent les billets et les pièces de monnaie par jour, chaque jour, hein, comme vous voyez les transactions. Oui, mais vous me tendez là une perche, professeur Assoumou. Comment ces opérateurs économiques pourraient-ils justement freiner la transmission, la propagation du Covid-19 à travers les billets et les pièces de monnaie? Tout à fait. Ces opérateurs devraient respecter les mesures d'hygiène, c'est-à-dire se laver les mains avec des désinfectants. Une fois ils touchent tant pour moi des billets de banque, des pièces de monnaie, mais cela vaut également pour les clients. À chaque fois que vous êtes rentré en contact avec des billets de banque et des monnaies, il est temps d'appliquer les mesures d'hygiène appropriées. Je répète, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut arrêter les transactions. C'est nécessaire de continuer à faire fonctionner l'économie, mais l'objectif ici est de faire prendre conscience que la monnaie peut être un vecteur. Si une monnaie est infectée, un billet de banque ou une pièce de monnaie est infectée, et bien si vous le touchez, vous la touchez et que vous ne prenez pas les précautions nécessaires pour vous désinfecter, nous avons l'inquiétude que cela puisse permettre de continuer d'entraîner une propagation, n'est-ce pas, du Covid-19, non seulement au Gabon, je répète que le modèle est valable pour tous les pays. La majorité des transactions sont effectuées par la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets, les banques et les pièces de monnaie. Oui, c'est tout à fait clair, votre argumentaire, c'est tout à fait clair. Mais nous constatons quand même sur le terrain que les tenanciers de boutiques, d'épiceries, n'ont pas une gestion appropriée de la monnaie. N'ont pas une gestion appropriée de la monnaie. Et à ce niveau-là, je pense aussi que l'État ou les personnes habilitées comme vous pourraient intervenir pour justement éduquer ces personnes qui utilisent l'argent tous les jours. Et certains m'ont même laissé entendre qu'il n'y avait pas de risque avec la monnaie. Oui, malheureusement, c'était un peu laissé entendre qu'il n'y avait pas de risque sur la monnaie, mais il y a plusieurs études qui ont démontré que la monnaie pouvait être un vecteur de propagation du Covid-19. Dans notre domaine des sciences dures, des chercheurs qui ont fait des tests en laboratoire, qui montrent bel et bien que du papier, du métal pouvait servir de vecteur de propagation du Covid-19. Et c'est pour cela qu'il est très important de conscientiser. Nous, les chercheurs pour la société civile, nous avons notre rôle à jouer, une conscientisation auprès des populations, et c'est ce que nous sommes en train de faire, mais c'est à l'État d'intégrer ces risques, pleinement ces risques de propagation dans la riposte contre le Covid-19. Et s'il y a des opérateurs économiques qui ont des moyens et qui ne veulent pas appliquer ces mesures d'hygiène, eh bien l'État doit les contraindre et
les opérateurs économiques qui n'ont pas assez de moyens, l'État doit les accompagner en leur fournissant tout le matériel nécessaire. Dans votre article, vous faites mention de ce que la Chine avait décidé entrepris de désinfecter, oui, on va dire désinfecter l'argent, les billets et les pièces. Est-ce que vous savez à peu près comment cela s'est-il passé? En Chine, la Chine avait utilisé une technique avec la Banque centrale de Chine pour désinfecter les billets. Je pense qu'ici, en Afrique centrale, la Banque centrale est commune des pays de la CEMAC. Et donc, nous optons beaucoup plus pour une autre solution. Par exemple, aux États-Unis. Les États-Unis mettaient en quarantaine les billets venus de Chine. Pendant 14 jours, les billets n'étaient pas mis en circulation. Mais comme nous n'avons pas de moyens de faire de la sorte, eh bien, c'est pour cela que nous mettons l'accent sur la conscientisation, c'est-à-dire la conscientisation des populations, ça peut être les vendeurs, les acheteurs, qui manipulent les pièces de monnaie et les billets de banque par jour. Il faudrait que ces personnes soient beaucoup plus conscientisées sur le risque de propagation du Covid-19 par ce canal, puisque ce canal est réel et ça a été prouvé. Les autorités chinoises n'ont pas décidé de désinfecter les billets alors qu'ils n'avaient pas constaté de propagation par ce canal. Vous avez également la Corée du Sud qui a procédé de la sorte. Merci, professeur Assoumou. Avant de terminer sur ce point-là, est-ce que aujourd'hui, on ne peut pas se dire réellement que le rapport à l'argent, aux pièces de monnaie, aux billets, va être irrémédiablement changé après cette crise du Covid-19? Tout à fait, nous sommes d'accord avec vous et c'est pourquoi dans nos recommandations, nous avons pensé que l'État pourrait favoriser à moyen et long terme l'utilisation d'autres moyens de paiement, des nouveaux moyens de paiement qui ont été développés, non seulement par les opérateurs économiques, mais aussi par la population gabonaise. Et vous pensez à quel moyen? Nous pensons par exemple au moyen de paiement électronique. Quand vous avez des cartes bancaires qui présentent un risque moindre que la monnaie. Mais vous savez que beaucoup rechignent à prendre ces cartes bancaires parce que bon, l'entretien de ces cartes coûterait selon certaines personnes cher. Et vous savez aussi que le taux de bancarisation dans notre pays, voilà, n'est pas tout à fait cela. Donc, est-ce que les cartes bancaires vraiment pourraient... Oui, chers collègues. C'est pour cela que nous avons parlé du moyen long terme. Et comme vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, la crise du Covid-19, quelque part, c'est une façon de permettre une conscientisation, c'est-à-dire une remise en cause de notre modèle et même de notre façon de penser. Et il est impératif que nous puissions évoluer vers un nouveau moyen de paiement, même si actuellement les agents économiques ou les ménages ne sont pas très réceptifs par rapport à ces nouveaux moyens de paiement. C'est à l'État et aux chercheurs de leur montrer, de les conscientiser et de mettre en œuvre, surtout à l'État de mettre en œuvre, des moyens pour faciliter l'adhésion, n'est-ce pas, des populations à ces nouveaux moyens de paiement qui, en période comme ce que nous connaissons aujourd'hui, qui peuvent permettre quelque part de limiter, n'est-ce pas, le risque de propagation du Covid-19 par les transactions. Donc, imaginez-vous, si vous allez faire vos achats 10 ou 5 ou 10 fois par jour et que vous ne manipulez pas les pièces d'argent et les billets de banque, vous ne savez pas d'où ça vient, que vous utilisez tout simplement votre carte bancaire, vous voyez que le risque est minime, même si le risque n'est pas zéro. Ça permet de limiter le risque de contagion. Tout à fait, tout à fait. Docteur Ntougou. Oui, docteur. Vous êtes avec nous? Non. Justement, par rapport à la gestion des paiements, comment ça se passe dans votre entreprise? En ce qui concerne notre entreprise,
puisque notre taille d'entreprise ne nous permet pas déjà de faire des grosses opérations. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? J'ai dit concernant notre entreprise, c'est une petite entreprise, donc notre activité n'est pas encore si grande que ça. Le modèle de paiement, c'est uniquement le modèle par contact, hein. Donc, on n'a pas encore instauré le système de transaction un peu virtuel. Mais c'est un échange de contact. Donc, c'est vrai que le risque est à ce niveau-là. Mais comment vous gérez le risque de contamination? Malheureusement, à ce stade, cela nous est vraiment presque impossible à gérer, puisque notre taille ne nous permet pas déjà de mettre en place des mesures extrêmes. Donc, j'avoue qu'à ce niveau, on est quand même touché en plein, hein. Donc, je ne sais pas si notre modèle, je veux dire le paiement par telle monnaie, on peut le faire, mais actuellement, c'est quand même difficile à mettre en place. D'accord. Donc, de toute façon, l'occasion, justement, vous est donnée pour voir comment adopter un autre modèle. Peut-être que le professeur Assoumou a un conseil à vous donner à ce propos. Oui, bon, je n'ai pas bien saisi, je n'ai pas bien compris puisque la connexion. Voilà. Pour résumer, il dit. Oui, docteur Ntougou. Oui, je suis là. Oui, le professeur Assoumou ne vous a pas bien entendu. Ah, d'accord, je dois parler plus fort. Voilà. Oui, je disais qu'actuellement, notre modèle de paiement, c'est essentiellement un modèle de contact, hein, échange des billets directement. Puisque notre entreprise est encore modeste, donc la plupart des livraisons, on les fait sur place, donc on se déplace. Pour ce qui est des lieux de dépôt, comme chez les boutiquiers. Donc, on est obligé de passer sur place et vérifier si le produit a été vendu et ensuite procéder à un échange. Et là, c'est un échange direct. Donc, le modèle, je veux dire, par paiement virtuel, à notre niveau, est encore difficile à mettre en place. Voilà, c'est. Oui, professeur Assoumou, un commentaire? Oui, ce qu'il faut signaler, c'est que changer de moyen de paiement à court terme n'est pas réaliste. Les propositions sont valables pour le moyen et long terme, c'est-à-dire après la crise. Donc, ce que je peux conseiller aux collègues, c'est d'utiliser, comme tout le monde le sait, en ce moment, d'utiliser les mesures barrières d'hygiène. À chaque fois, il est en transaction avec ses clients et de conscientiser également ses clients pour la nécessité d'utiliser ces mesures barrières. Après avoir été en contact avec les billets de banque, les pièces de monnaie. Voilà qui est clair. Mesdames et messieurs, merci. Nous étions en contact avec le professeur Giscard Assoumou Ella, qui est enseignant à l'université Omar Bongo, et le docteur Oufil Gabin Ntougou Assoumou, qui est président directeur général de l'entreprise Lait de Canaan. Docteur Ntougou, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Parce qu'il me semble que vous ne l'avez pas fait. Merci de me repasser la parole. LDC Society, comme je l'ai dit, c'est une PME, c'est-à-dire une petite et moyenne entreprise qui est officiellement en activité depuis un peu plus de 2 ans. Donc, actuellement, on est situé en Zion, donc à l'ancienne cité, le siège social présentement. Donc, si cela change, vous serez informés. Donc, nous sommes spécialisés dans la production du lait fermenté. Donc, normalement, c'est du yaourt, mais c'est du lait fermenté. Et donc, c'est un produit qui a pour but vraiment de satisfaire le besoin sur le plan local d'abord, parce que c'est un produit qui est fortement apprécié. C'est un yaourt, un lait caillé qui
nous permet d'utiliser les arômes. Hein. On évite des arômes synthétiques. On utilise les fruits essentiellement. Un Donc, produit ça nous bio. permet quand même. Pardon? Un produit bio. Ah, on va dire ça, enfin, oh, oui, si on veut, si on veut. Mais c'est quand même, on essaie quand même de respecter déjà l'environnement, déjà le préserver, et aussi favoriser justement la notion de saveur. Donc, on veut privilégier vraiment les saveurs locales. Donc, voilà un peu succinctement ce que je peux dire concernant le LDC Society. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ontougou. Et vous savez, les grandes fortunes se font aussi pendant les périodes de crise. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre entreprise. Merci de votre disponibilité. Professeur Giscard Assoumou est là. Merci de votre disponibilité. À tous nos auditeurs et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Encore mille excuses pour tous les agréments que vous avez dû constater tout au long de cette émission. Ce sont les aléas du direct. Nous donnons la parole à toutes les expertises nationales et internationales sur notre chaîne. Et ceux qui sont intéressés, vous pouvez simplement me contacter sur ma page Facebook T-Mewono, T-2-E, M-E-W-O-N-O, Mewono. Merci et à très bientôt sur ce plateau. Au revoir. Merci, chers collègues. Au revoir. Au revoir, bien des choses. Au revoir.